On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau service au Centre de femmes du Haut-Richelieu, une clinique d'information juridique. C'est gratuit. Mais d'abord, on a un nouveau chef à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était déjà là comme adjoint et par intérim dans les derniers mois. Et j'ai nommé André Fortier. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant officiellement un nouveau directeur en la personne d'André Fortier. Il assumait déjà l'intérim depuis quelques mois. Il est en poste. En fait, il était en poste comme adjoint depuis 2011, mais là, il est officiellement assermenté comme directeur du service de police. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. Est-ce que pour vous, c'est dans l'aboutissement de votre carrière de policier, parce que vous avez travaillé à Montréal pendant quand même quelques années au SPVM, puis vous étiez avec nous là, depuis maintenant 5 ans. Mais est-ce que pour vous, c'était un rêve, une ambition d'un jour diriger un corps de police? Non. Moi, je suis arrivé ici après 31 ans au service de police de la Ville de Montréal à la finalité. Je suis arrivé ici comme directeur adjoint pour venir travailler en étroite collaboration avec le directeur de l'époque, Serge Boulris. Et pour moi, j'étais amplement satisfait du travail de directeur adjoint. Mais compte tenu des circonstances, j'ai relevé ce défi. Je relève ce défi. Bon. Et c'est quoi la différence entre assumer un intérim et être officiellement le directeur? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on a plus de marge de manœuvre dans les décisions qu'on veut implanter sur le long terme? Plus de marge de manœuvre parce que lorsque tu es en intérim, tu dois toujours penser à la vision, aux orientations de ton collègue de travail qui est directeur. Alors, une fois que tu es nommé comme directeur, à ce moment-là, tu as une plus grande marge de manœuvre et tu peux donner davantage tes orientations, avoir une vision. Là, quoique moi, je m'inscris vraiment dans une mécanique de continuité avec le travail, les 5 dernières années où j'ai été comme directeur adjoint de concert avec Serge. Parlez-nous de vous un peu. Bon, 31 ans passés à la police de Montréal. Si vous aviez à nous résumer votre carrière de policier en 1 minute, ça nous dit quoi? Un travail palpitant, extrêmement intéressant, que je reprendrai sans aucune hésitation demain matin. Vous avez fait combien d'années de patrouille? J'ai fait un minimum de 7 ans de patrouille dans différents secteurs et la ligne de conduite que moi, je m'étais fixée, je changeais d'endroit aux 3 ans à Montréal. Il y a tellement de diversification en termes de travail, en termes de secteur d'activité. Donc, pour élargir mes connaissances, connaître davantage de fonctionnalités, des modes d'intervention et ainsi de suite. Donc, aux 3 ans. Même en termes de gestion, j'ai fait la même chose. Opération, gestion, opération, gestion. Avez-vous touché un peu aux enquêtes? Est-ce que vous avez touché à d'autres types de départements, des escouades particulières? En termes d'escouade d'enquête particulière, pas vraiment. J'ai fait des groupes d'intervention. J'ai été assigné avec des enquêteurs relève. À l'époque, qu'on appelait des groupes d'intervention locales. J'ai fait de l'enquête. J'ai été enquêteur du directeur à différentes occasions, donc pour toute l'application de la RACJ, de la loi sur les régies alcool et jeux du Québec, à ce niveau-là. Quelle est la différence entre occuper un poste de cadre au service de police de Montréal, qui compte des milliers de policiers, versus arriver ici, là, dans une ville de près de 100 000 habitants, avec quoi, une centaine de policiers, maintenant un peu plus que ça même? Oui, plus que ça. Un peu plus que ça. Oui, mais c'est quoi la différence entre les deux? En fait, disons que si on compare avec Montréal, qui est une grosse structure avec plusieurs secteurs d'activité, donc c'est les ressources, les équipes support, les unités de support. Tandis qu'ici, à Saint-Jean, le travail de policier, le travail sur policier patrouilleur, c'est sensiblement la même chose, sauf que comme dirigeant, bien, on doit considérer et toucher à toutes les fonctions et travailler de concert avec les unités internes, mais aussi de façon beaucoup plus rapprochée avec les collègues, les autres services de la Ville et la direction générale également de la Ville. Bon, je me suis laissé dire que vous aviez, disons, une bonne compréhension du monde municipal pour vous-même avoir été maire d'une très petite municipalité. Tout à fait. J'ai été 2 ans comme conseiller et 4 ans à la mairie d'un village, à toute fin pratique, d'une toute petite municipalité, où je représentais également la municipalité au Conseil régional des maires, de la MRC, mais au même moment où je siégeais, participais sur un 15-16 conseils d'administration en région. Et là, vous étiez quoi, dans le centre du Québec, c'est ça? Tout à fait, au centre du Québec. Donc, dans le triangle Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières.
Bon, même si on parle d'une municipalité de quelques centaines d'habitants, ça reste quand même le fonctionnement d'une municipalité. Tout à fait. En quoi cette expérience municipale fait de vous un meilleur directeur d'un service de police au bénéfice d'une ville comme la nôtre? D'abord et avant tout, par la compréhension des enjeux municipaux, de la compréhension de comment fonctionne une municipalité. C'est clair, et je le répète à mes gens, à mes collaborateurs, que l'autorité d'une municipalité, c'est le conseil municipal qui, lorsqu'il siège, le maire en l'absence du conseil, mais tous les rouages. Donc, c'est une meilleure compréhension et une meilleure adhésion pour supporter et tout le travail d'équipe. Bon. Là, évidemment, vous entamez un mandat officiel de 5 ans Tout à fait. comme directeur du service de police. Parmi vos priorités, on laisse poindre à l'horizon la sécurité routière. Entre autres, pour vous, vous la définissez comment dans une ville comme la nôtre? Parce que moi, je l'ai souvent dit, je vous l'ai probablement dit à vous aussi ou à votre prédécesseur, mais moi, je rêve du jour où plutôt que de faire des opérations radars sur des grands axes, qu'on puisse faire des opérations radars dans les quartiers. Puis là, vous le savez, on entre dans une année électorale où probablement tous les candidats au poste de conseiller vont se faire dire « Ah, monsieur, madame, ça roule trop vite dans ma rue ». Tout à fait. Comment vous le voyez, ce problème-là? La sécurité publique, je parle d'abord et avant tout comme une des priorités en termes de sécurité publique. À l'intérieur du volet sécurité publique, il y a le volet extrêmement important en termes de sécurité routière, où l'objectif est d'améliorer le bilan en sécurité routière. Je vous dirais que depuis la création de l'unité soutien-circulation ici à Saint-Jean, d'année en année, on améliore le bilan. Réduction importante du nombre d'accidents mortels, accidents blessés, accidents, voire même accidents matériels. Donc, il y a toute une stratégie d'intervention pour être de plus en plus présent dans les milieux résidentiels, dans les secteurs résidentiels et avoir une couverture sur l'ensemble du territoire également. Bon, je le disais il y a quelques instants, on est dans une année préélectorale. Probablement, certains candidats vont probablement être tentés de dire pourquoi, comme d'autres villes au Québec, on n'impose pas un 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Je ne sais pas quelle est votre opinion à vous. Est-ce que ça serait un bienfait? Est-ce que ça serait intéressant d'aller vers ça? Ou est-ce qu'on joue plus davantage sur la perception de dire, bien, nous, à Saint-Jean, dans les quartiers, c'est 40 km/h? D'ailleurs, ce sujet fait déjà partie d'un comité d'études, comité sur la circulation. Personnellement, moi, je crois qu'on doit faire très attention lorsqu'on amène ce sujet à l'étude, puisqu'on parle de perception, on parle de sentiment de sécurité. Alors donc, déjà, on sait que ce n'est pas facile de convaincre les citoyens de respecter les limites de vitesse, que ce soit dans les secteurs des parcs, les écoles, les 30 km/h versus les 50 km/h ou les 70. Donc, déjà, c'est très difficile. Moi, j'aime autant travailler sur les règles qui existent déjà, mettre les énergies nécessaires avec les différentes technologies qu'on utilise, mais conserver les limites qui sont en place actuellement. Bon, quelles sont les grandes tendances, disons, soit de la criminalité ou de la sécurité dans les dernières années? Vous étiez en poste comme adjoint depuis 5 ans. Je sais qu'on a publié là, cet automne le rapport 2015, mais 2015, c'est déjà loin dans notre tête. Mais en résumé, là, quand on regarde la tendance de la dernière année versus ce qu'on a déjà, nous, depuis quelques mois, la criminalité, elle se porte comment? Elle baisse, elle monte? Est-ce qu'il y a des particularités? Ça ressemble à quoi? Si je vous résume très succinctement le bilan qu'on a eu en 2015, donc ça a été une réduction de l'ensemble des types de crimes, exception faite des agressions sexuelles, les plaintes d'agression sexuelle ou les offenses, les infractions à caractère sexuel. Et ça se comprend très bien par le phénomène de médiatisation. Et il y a eu une augmentation de quelques vols qualifiés. Mais tout le reste, tant en termes de criminalité, ça a été des réductions sur tous les plans, y compris en sécurité routière. Bon. Le dernier sujet que je vais aborder avec vous, il est moins sympathique, mais il fait partie de la réalité. Vous arrivez dans un contexte où il n'y a toujours pas de convention collective, où les policiers se baladent encore avec des pantalons, disons, plutôt colorés. Même votre prédécesseur, dans une entrevue au Canada français, disait que probablement que l'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir réussi, disons, à régler cette partie-là, de dire de partir en se disant, bon, bien là, je quitte mes fonctions, je prends ma retraite, puis la convention est signée. Contexte aussi pas facile parce qu'un de vos policiers a déposé une plainte à la commission municipale à l'égard du maire. Le maire qui avait reçu un billet de contravention parce que ses portes étaient déverrouillées. Mais d'ailleurs, un de nos caméramans ici avait eu d'ailleurs un billet ce même soir. Ça, c'est le contexte dans lequel vous arrivez, là, mais vous n'êtes pas inconnu parce que vous étiez l'adjoint depuis 5 ans. D'ailleurs, le président du syndicat, M. Lebeau, n'était pas à votre assermentation.
Comment vous abordez ce problème-là? Parce que c'est un problème de relation de travail, là. C'est un problème de relation de travail. D'abord et avant tout, on est déjà en train de travailler. Pour moi, c'est une des priorités en termes de gestion des ressources humaines, en termes de développement. On doit, comme représentant de la Ville, j'ai fait les interventions auprès du directeur général pour qu'on se dote de nouveaux outils, de nouveaux rapports pour obtenir exactement. Parce que, en fait, la fraternité des policiers, ce qu'elle réplique, c'est que les policiers du service de police de Saint-Jean ont un rattrapage salarial. Les policiers ne sont pas contre les augmentations salariales annuelles qui ont été versées aux autres groupes d'employés que la Ville a mis sur la table. Les policiers disent qu'ils ont un rattrapage salarial. Alors donc, on est en train, donc mon objectif, moi, c'est de poursuivre les démarches pour obtenir d'une firme spécialisée l'état de situation réel, par la suite de s'asseoir avec la direction générale, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ce conflit-là par la voie de la négociation et non pas par un tribunal et non pas par un arbitrage. Parce qu'en même temps, quand on regarde les travaux au conseil de ville, la réaction du maire et des conseillers, c'est de dire comment se fait-il que les Blancs, les Bleus et les pompiers ont accepté la convention et pas les policiers? Mais là, si vous me dites qu'on remet en doute un certain rattrapage, mais vous connaissez quand même le domaine, si on compare avec d'autres corps de police comparables, est-ce qu'effectivement, est-ce que nos policiers à Saint-Jean sont moins bien payés que d'autres au Québec? C'est une question d'évaluation globale. On doit comprendre qu'à l'arrière des syndicats ou des fraternités des policiers d'un service de police municipal, il y a toute la Fédération des policiers municipaux du Québec. Alors, donc, il y a cette dynamique-là qui est présente, qui est extrêmement présente. Alors, donc, et on sait que oui, il y a des dysfonctions, il y a des disparités entre le salaire des policiers d'un tel ou tel service de police. L'important, c'est lorsqu'on travaille dans une région, nous ici, à Saint-Jean, on est en Montérégie, on est sur la couronne sud du Grand Montréal. Donc, on doit regarder ce qu'il se passe, qu'est-ce qui arrive dans notre secteur d'activité et non pas vers d'autres secteurs ou d'autres régions du Québec. Mais ce que vous dites, c'est que, bon, à la suite de la réception de cette étude-là, vous voulez entamer de nouvelles négociations avec le syndicat et ne pas aller en processus d'arbitrage? Le processus d'arbitrage est déjà débuté. Oui, déjà débuté. Il y a on peut le casser à tout moment. On peut le casser à tout moment. D'ailleurs, c'est tellement là. Alors que moi, pour améliorer le climat de travail, améliorer le lien de confiance et le travail aussi, la prestation de nos gens, avec avoir une plus grande fierté. Alors donc, à ce moment-là, je privilégie considérablement la voie de la négociation. Mais le jour où on va s'entendre sur cette convention-là, elle sera déjà échue le jour où elle va rentrer en vigueur? Tout à fait. En termes d'arbitrage, pas en termes de négociation. En termes de négociation, on peut poursuivre à l'heure actuelle au niveau du Québec. On a de nombreuses conventions qui vont jusqu'en 2019-2020. Alors, donc, ça sera un des objectifs. Bon. Sur le port de l'uniforme, je sais que le ministre Coiteux en avait parlé. Finalement, je pense qu'ils ont relâché le morceau un peu, mais certains directeurs de police, je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là, qui disent on comprend que les policiers n'ont pas le droit de faire la grève. Et je comprends qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'expression. Mais on l'a vu même à Laval récemment, là, où on avait même des policiers qui portaient des trucs de nez rouge. Là. Tout à fait. Ça, à un moment donné, il y a le respect de l'uniforme, le respect de l'autorité, de la fonction. Vous en pensez quoi? Est-ce que le gouvernement, le ministère devrait forcer le port de l'uniforme tel que prescrit par le boulot? Moi, je suis directeur, j'étais directeur adjoint préalablement et je suis un fervent défenseur du port de l'uniforme pour respecter la fonction. Il est vrai que les policiers n'ont pas le droit de faire la grève, n'ont pas de faire... Alors, donc, c'était une forme de revendication. Là, il y a un nouvel outil que le gouvernement vient d'adopter, le projet de loi 110, qui est la loi 24 maintenant, et qui fixe des paramètres avant même que l'obligation de débuter la négociation, avant même que la convention actuelle soit expirée. Alors, on espère que ça va donner des résultats et on espère que le gouvernement va donner suite aux nombreuses revendications, aux représentations de l'Association des directeurs de police pour obliger l'ensemble des services de police et les policiers à porter intégralement le respect et le port de l'uniforme. M. Fortier, merci beaucoup. Merci, au Bonne plaisir. chance dans ce mandat. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de l'implantation d'une clinique d'information juridique au Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de deck hockey. Oui, avec Florence Joiselle et Sébastien Godette de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est une belle passe, hein? Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Un nouveau service est désormais offert aux membres du Centre de femmes du Haut-Richelieu. C'est un service, une clinique d'information juridique. Également, les non-membres également peuvent avoir accès aussi à ces services moyennant un petit frais. 3 invités pour en parler. D'abord, la directrice générale Pierrette Marcotte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée d'une future avocate, Valérie Bertrand-Touin. Bonsoir. Bonsoir. Et d'une avocate nouvellement reçue au barreau il y a à peine 2 mois, Audrey Touga-Duménil. Bonjour. Bonsoir et bienvenue et félicitations. Merci. Comment est né ce projet de clinique d'information juridique? Bien, en fait, c'est de la réflexion qu'on a eue avec notre conseil d'administration, notre présidente qui ne pouvait être présente Qui est une ce avocate. soir, qui est une avocate. Médiatrice, oui. Oui, voulait en fait ajouter en fait un service en éducation populaire pour aider les femmes à mieux comprendre leurs droits, parce que quand on comprend mieux nos droits, Ouais, on est en ça. mesure de les défendre. Donc, elle a présenté son projet au conseil d'administration, puis un petit peu plus d'1 an, on a démarré ce service-là pour offrir à la population. En fait, ce n'est pas juste pour les membres du Centre de femmes, toute femme de la communauté peut s'en servir. Donc, on offre la possibilité d'avoir des rencontres, jusqu'à 3 rencontres annuellement. Et ces cliniques-là sont offertes les premiers jeudis du mois. Donc, les gens appellent, les femmes appellent pour prendre rendez-vous. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est solliciter, en fait, la participation citoyenne, justement, de jeunes avocates comme ces 2 jeunes qui ont joint notre équipe pour pouvoir avoir une diversité de spécialités pour répondre aussi aux divers problèmes que les femmes auxquelles elles sont confrontées. Est-ce que je me trompe ou ça risque d'être très, très, très populaire? Je m'explique. On le sait, l'accès à la justice, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile dans notre société. Même l'accès à l'aide juridique est même compliqué. Mm-hmm. Même parfois, les seuils sont un peu ridicules. Je me mets à la place des femmes qui nous regardent en ce moment. Puis ils doivent dire, Colin, c'est quand est-ce qu'on appelle puis on prend un rendez-vous? Parce que tout le monde, à un certain moment de sa vie, a des besoins, soit pour un divorce, une séparation, toutes sortes d'affaires. Puis là, tu dis, parler avec un avocat ou une avocate, aujourd'hui, c'est quasiment un luxe, là. Oui, mais ce qu'il faut faire la distinction, c'est qu'on est une clinique d'information juridique, donc on ne prodigue pas des conseils juridiques, mais on analyse, en fait, nos bénévoles professionnels vont analyser la problématique et bien diriger, en fait, c'est ça, oui, vers, en fait, faire comprendre, parce que même pour les personnes qui sont scolarisées, souvent, la loi, c'est très difficile à comprendre. Il y a toutes sortes de vocabulaire, des fois, qui... Au moins, si on peut mettre quelqu'un sur une bonne piste, là. Oui, c'est pour mettre quelqu'un sur une bonne piste, pour vulgariser aussi, s'assurer que les gens comprennent bien à quoi elles font face, quels sont leurs droits, quels sont aussi leurs recours. Et donc, en fait, on souligne que c'est de l'information et non pas du conseil juridique. Puis pour répondre à votre question, si ça se rue aux portes, en fait, on est en rodage avec ce nouveau service-là. Et on est très contente que vous nous accueilliez ce soir parce qu'on veut le promouvoir davantage pour que les femmes puissent s'en prévaloir davantage. Valérie Bertrand-Touin, comment vous voyez votre rôle? Mon rôle? C'est vraiment de donner de l'information aux femmes. Je pense que, justement, comme Pierrette mentionnait, c'est dur de comprendre nos droits. Surtout, jusqu'à maintenant, on l'a fait, les cliniques seulement 3 fois. Donc, les rendez-vous qu'on obtient, c'est beaucoup pour expliquer, par exemple, le patrimoine familial aux femmes ou, dans le cas d'une succession, lire un testament et ces choses-là. C'est pas toujours clair. Donc,
je pense que mon rôle, c'est vraiment de donner de l'information et d'assister la femme. Des fois, c'est juste de donner de l'aide au niveau un soutien, beaucoup. Justement, de diriger les femmes vers les bonnes ressources. Bon. Et jusqu'à présent, là, les 3 cliniques que vous avez tenues, c'était quoi, grosso modo, les questions qu'on vous posait ou les conseils que vous avez pu prodiguer? Si je peux y aller. C'était quand même assez varié. Il y en avait du niveau côté familial, testamentaire, mais aussi au niveau criminel, au niveau de vente de maison. Tu sais, nos champs de compétences peuvent être quand même variés, sont diversifiés. Comme c'est de l'information, on n'a pas besoin d'être spécialisé non plus, donc on peut diriger les gens vers les bonnes ressources. Donc pour ça, c'est quand même bien. Puis souvent, on se rend compte en faisant des entrevues avec les clients, avec les femmes qui viennent voir, souvent qu'il y a des solutions autres que l'aspect juridique. Tu sais, on peut les diriger vers les ressources plus appropriées. Puis souvent, c'est le soutien psychologique dont elles ont besoin avec ça, d'en parler, de voir plus clair, de les éclaircir sur leurs problèmes, en fait, qu'elles peuvent avoir. Bon. Comme on dit dans le domaine du droit, vous faites ça pro bono. C'est bénévole. Oui. Pourquoi cette implication bénévole? Pourquoi vous décidez de faire ça, Audrey? Pour l'aspect humain, en fait. Moi, je viens d'ici, c'est pour ça que je voulais rester aussi dans Saint-Jean puis continuer à donner à Saint-Jean. Mais je vois beaucoup, en fait, dans mon travail, que c'est pas accessible, puis pas la reconnaissance, mais les gens en ont besoin, puis c'est pas ouvert. Comme Pierrette, elle disait, c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué même pour les gens éduqués. Donc, juste pour pouvoir donner un petit espoir à quelqu'un de dire, regardez, il y a ça, c'est juste à côté, c'est pas plus compliqué, votre vie, elle s'arrête pas là, il y a une porte de sortie, puis tout peut bien aller après. Je trouve que c'est gratifiant, puis j'aime bien aussi que les gens puissent en profiter. Toi, Valérie? Bien, c'est beaucoup comme Audrey pour redonner dans la communauté. Moi, dans le fond, je viens de Sainte-Brigide, mais j'ai toujours plus vécu à Saint-Jean. Donc, je pense que justement, le redonner dans la communauté et aider les femmes dans le besoin. Parce que souvent, parfois, on peut être un peu démuni de bien des façons, mais parfois, quand la vie va vite, il arrive des situations, puis là, bien, on a besoin de conseils pour s'orienter. Puis même, tu sais, je veux quand même le dire, parce que vous parlez de droit de la famille, donc on parlait de divorce, de garde d'enfants, de pension alimentaire, les droits d'accès. Tantôt, on parlait de succession, entre autres, les mandats en cas d'inaptitude, mais même les droits des assurances, l'habitation, on a un problème avec son appartement, il arrive un sinistre, bon, etc. Vous parlez même de droit du travail, congédiement injustifié, une convention collective, discrimination dans le milieu du travail, les normes du travail. Vous parlez de vente ou de louage, on parle de bail, problème avec le bail, avec la régie du logement, etc. Droit criminel, entre autres violence conjugale, c'est un aspect évidemment qui est présent chez les femmes, ou même protection de la jeunesse avec des ententes sur mesure volontaire, des signalements, le tribunal de la jeunesse, comment ça fonctionne. Donc, les questions peuvent être assez variées, mais ça met un peu la table sur les principaux conseils qu'on peut demander à la clinique. Oui, bien, tout à fait. Puis aussi, on essaie de diversifier aussi notre banque de ressources. Donc, on interpelle aussi les jeunes professionnels, jeunes et moins jeunes, en fait, qui ont du temps à donner, qui ont des spécialités qui peuvent, en fait, mettre à profit dans le réseau, parce que, comme elles le disent, sans être spécialiste, le fait qu'on puisse se réseauter avec d'autres professionnels qui, elles, ont réponse à certaines questions qui peuvent être un peu épineuses. Alors, on encourage les femmes, en fait, qui ont un peu de temps à donner, de communiquer avec nous aussi pour enrichir notre banque de bénévoles à cet égard-là. Parce que là, est-ce que vous êtes les deux seuls à porter ça au bout de vos bras ou vous avez votre présidente, avec Mme Robichaud, qui vous donne la coup de main? Là, vous êtes 3, c'est ça? Oui. Pour démarrer la clinique? Oui. Tout à fait. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien jusqu'à date, oui? On peut avoir les diversités de cas, puis on peut se parler entre nous, on s'entraide, puis pour l'instant, ça se passe bien. Parce que même parmi les sujets que vous avez mentionnés, par exemple, la semaine dernière, on a eu aussi une dame par rapport à la faillite. Oui, donc, ça peut, tu sais, on prend le temps justement, si on n'a pas une réponse tout de suite, de rechercher de notre côté, de faire des recherches, puis ensuite de répondre aux femmes par courriel ou par téléphone pour vraiment... Le suivi qui peut se faire à cet égard-là. Ils ne sont pas laissés lousses après 45 minutes. Là. De quelqu'un qui s'en va aux petites créances, puis il ne sait pas trop comment s'y prendre, puis comment ça marche, puis bon, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qu'on va me demander. Puis c'est souvent ça, les gens, dans le fond, ont besoin d'être orientés puis d'être encadrés. Il y a une préparation psychologique à certains événements qu'on doit confronter, là. Des fois, c'est intimidant.
Donc, ça permet au moins de se préparer Ou psychologiquement. juste le procédé, même pas juste psychologiquement. Bon, là, je suis rendue là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Je ne sais pas, tu sais, c'est pas tout le temps clair. Là. Bon, là, prenez recours là, allez remplir tel formulaire, tu sais. Ouais, Juste donner un numéro de téléphone, tu sais, ça a l'air banal, on peut le trouver sur Internet, mais quand tu es rempli de problèmes, tu le vois pas, ça. Donc là, dans le fond, les gens appellent, c'est le premier jeudi du mois. C'est le premier jeudi du mois. Les gens appellent au centre pour Prennent prendre des rendez-vous rendez-vous. individuels. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, ce sont des rendez-vous de 45 minutes. Pour les membres, en fait, c'est à toute fin gratuit pour les membres du Centre de femmes. On demande, en fait, un don volontaire autour de 10 $ pour celles qui le peuvent. Puis pour, en fait, les femmes qui ne sont pas membres, en fait, les frais sont assez abordables aussi, c'est 20 $ par rencontre. Ce qu'on souhaite aussi, c'est comme... on souhaite aborder des thématiques différentes ou des problématiques différentes à chaque rencontre. Donc, c'est pas... en fait, on n'offre pas un suivi là, sur un cas, mais les femmes peuvent se prévaloir au moins de trois rencontres. Okay. C'est sûr qu'il y a des situations plus particulières où on peut faire exception puis revoir la personne, mais en général, c'est des sujets un peu différents vu qu'on espère avoir donné le maximum d'informations avec le temps donné. Puis là, si ça grossit, vous allez avoir besoin d'autres avocats. Bien, c'est ça. Alors, on a fait un appel aussi dernièrement. En fait, dans notre communiqué, on a fait appel et on a eu déjà une personne qui s'est présentée. Donc, on se dit, bien, si on passe le mot, on va pouvoir enrichir, en fait, ce réseau-là. Et ça va être au bénéfice, en fait, de la population féminine du Haut-Richelieu. Et là, petite parenthèse, parce que le centre a été pendant quelques années au centre Saint-Eugène. Oui. Là, vous étiez, disons, au centre des aînés temporairement. Oui. Et là, depuis quelques jours, vous êtes au 249 de la rue Laurier, Tout à fait. l'intersection de la rue Saint-Charles, pas très loin de l'école Marguerite-Bourgeois. Juste à côté, en face du palais de justice. On est au 2e étage, alors... Très central dans le Vieux-Saint-Jean, 249 rue Laurier, donc Très les nouveaux accessible. locaux administratifs du Centre de femmes du Richelieu. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Bien, merci de Merci votre à vous. Meilleure des invitation. chances. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que la 28e édition de l'opération Nez Rouges du Haut-Richelieu est toujours en vigueur jusqu'à la fin du mois, le 31 décembre. Toujours le même numéro, 450-357-71. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.